Bon matin. Yo, c'est Mounir. Je pense que je vais low-key juste écrire au ministère de la Culture sur Twitter. Je vais dire, yo, est-ce qu'on peut set up un meeting? Allô, moi, c'est Daphné. Ouais, mais elle m'oblige à regarder un film d'une heure sur un ours. Puis là, j'étais comme vraiment frustrée. Puis j'ai dit, moi, je regarde pas ce film-là. C'est Café Snake. Bon matin. Bon matin. Bonjour! Bonjour, bienvenue aux lignes ouvertes de Café Snake. Comme on vous avait dit, on est présentement en vacances, mais on vous enregistrait des épisodes de Ligne ouverte où est-ce que vous nous avez envoyé vos opinions et questions et nous allons réagir au mieux de nos capacités. Mounir, quand est-ce que Café Snake régulier revient en ondes? Donc, on va revenir sur l'actualité directe pour la rentrée à partir du 19 août. Donc, jusqu'à là, chaque mardi, vous allez avoir un nouvel épisode des Lignes ouvertes de Café Snake. Tuduru. J'ai une question à poser au gouvernement. Est-ce qu'il m'écoute? C'est ça. Les lignes ouvertes. De Café Snake. Yeah! Bonjour, monsieur. Bonjour. Aujourd'hui, j'aimerais parler de Nick Suzuki. Et cette année, c'est les Laurentides. Oui. Il y a tout pour vous plaire, cet endroit? Oui. C'est bien pour le camping. Cole Caulfield, il a pas marqué 40 buts. La société en général. Bon, ça me plaît pas. Je trouve qu'on subit déjà beaucoup l'influence américaine. Ça me plaît pas. J'appelle parce que... Ok, donc maintenant, on va écouter le tech de Kev. Allô, Daphné. Par rapport au take dans le Café Snake, j'ai pas tant un take, mais j'ai plus comme une question. Puis j'aimerais ça, on dirait que vous entendre votre point de vue, votre analyse sur ce sujet-là. C'est comme des impressions un peu générales. Mais c'est que, on dirait que je réfléchis beaucoup ce temps-ci à comme la présence des arts, à la fois dans les médias d'héritage, puis sur le web, dans l'univers du podcast, du blog, tout ça, là, tu sais, peu importe la plateforme, au fond. Puis parce que moi dans le fond, tu sais, comme artiste, mais aussi comme personne qui écoute beaucoup de podcasts, de balados, tu sais, ça m'intéresse vraiment les balados sur l'art parce que j'arrive au bout de la minute, je vais t'en faire un autre. Parce que je me sers vraiment de ça pour comme combler ma culture générale. Tu sais, mettons, je sais que peut-être que je regarderai pas tous les films de, je sais pas, tel réalisateur russe dans la prochaine année, mais j'aimerais ça avoir une idée de qu'est-ce qu'il fait ce réalisateur-là puis tout. Puis comme j'aurais pas nécessairement le temps de lire un livre là-dessus, tu sais, je trouve que le balado c'est vraiment un espace riche pour ça. Si j'écoute beaucoup ceux de France Culture, il y en a quelques-uns aussi aux États-Unis que j'écoute sur la littérature notamment, des fois sur la théorie aussi, genre un peu psychanalyse, théorie politique, genre White Theory ou ben j'ai un blanc là, mais en tout cas c'est ça. Donc bref, je me sers beaucoup de ça pour combler ma culture générale. Puis c'est ça, tu sais, je constate, ça fait longtemps qu'on le dit là dans les médias. J'avais même fait une recherche un peu quantitative là-dessus quand j'étais à l'université, mais tu sais, sur la réduction de l'espace que prennent les arts, disons, en général, dans les médias. Tu sais, c'est vraiment, depuis 20-25 ans, il y a vraiment une réduction mathématique de l'espace, de la longueur des articles, tout ça. Puis moi, je dirais aussi un changement un peu d'angle. C'est-à-dire que maintenant, c'est moins de la critique, pas au sens j'aime pas, là, mais la critique au sens de réfléchir sur une œuvre, que souvent c'est un peu de la promotion, tu sais, ou des entrevues avec les comédiens d'un film pour faire la promo de ce film-là, puis tout, puis ça nous amène pas tant une réflexion à partir de l'art, tu sais, qui peut déboucher sur la société, sur blablabla. Puis mon autre constat, c'est que au Québec, mais même un peu partout, tu sais, mettons même sur Instagram, il y a pas tant non plus de bons contenus sur l'art. Il y en a, mais ils sont pas en grande quantité. Puis si on va sur l'art québécois, là, il y a vraiment presque rien. Là, tu sais, je sais pas. Là. Peut-être qu'il y en a, puis je les connais pas aussi, là, mais tu sais, mettons, je sais pas, j'ai jamais vu des reels Instagram ou des vidéos Instagram ou des stories Instagram qui proposaient, mettons, je sais pas, une analyse de film, tu sais, québécois ou un bon balado québécois, sur les artistes d'ici, sur la musique québécoise avec un angle, tu sais, comme plus analyse, critique, tout ça, réflexion, ou même la littérature, tu sais. Puis, fait que c'est ça. En gros, ma question c'est est-ce que vous faites, tu sais, le même constat un peu que à la fois dans les médias d'héritage puis dans les médias disons alternatifs,
il y a comme un peu un manque à la fois de représentation, mais aussi, puis peut-être surtout de réflexion sur la littérature, le cinéma, les arts visuels, puis comment vous l'expliquez, tu sais? Pourquoi est-ce que, tu sais, mettons, j'ai plein de contenus d'analyse journalistique super pertinents sur mes médias, sur Instagram, mettons, mais j'ai aucun contenu d'analyse, mettons, littéraire au cinéma, sur ma page, tu sais. Je suis comme, comment expliquer ça, tu sais? Pourquoi ça n'a pas été investi par les critiques, par les gens qui réfléchissent, par les universitaires, tu sais, les profs d'université, les doctorants, genre, comment expliquer ce vide-là? Donc, tu sais, c'est ça, c'est un peu brouillon, c'est un peu, ça va dans tous les sens, là, mais c'était juste pour, comme, ouvrir une piste. Puis si jamais elle est pertinente pour vous, prenez-la, puis si elle est pas pertinente, prenez-la pas. Puis je suis full fan de ce que vous faites, puis j'ai bien hâte d'entendre vos émissions d'été aussi. Ciao! À bientôt! J'espère que tu vas bien. Yes, merci Kev. Ouais, merci Kev pour ton take. Moi, ça me rejoint quand même parce que qu'est-ce qui m'a fait commencer à regarder YouTube quand j'étais comme au début de l'adolescence, c'est justement toute cette communauté de critiques de cinéma sur YouTube. Moi, j'ai commencé à écouter YouTube seulement en écoutant des critiques de cinéma américains, en fait juste américains. C'est quand même étonnant ça se soit pas développé au Québec en même temps que ça se développait partout dans le monde. Puis je pense qu'il y aurait diverses raisons. Là. Moi, si on parle de l'aspect YouTube, là, pas l'aspect média d'héritage, c'est vraiment le reward, en fait. C'est juste qu'il y a pas... Je vois pas comment les gens, ils doivent se dire « Ah, c'est tellement un petit marché, il y a rien à faire vraiment. » Mais je pense que l'écosystème a changé, il a mûri, il est rendu plus gros. Je pense que juste le fait que tu fasses, mettons, cette remarque-là comme live, peut-être que ça va inspirer la personne qui va le faire ou les personnes qui vont le faire. Je pense que comme dans un futur approché, c'est de quoi qu'il va avoir plus sur YouTube. Même, tu sais, des critiques de musique, tu sais, j'ai vu plein de gens... à travers les années, essayer de devenir un peu le needle drop ou le Fantano de la critique d'albums, de musique. Ça a jamais duré vraiment longtemps, mais je pense qu'éventuellement, comme ça va s'installer, moi j'ai quand même confiance sur le web, en tout cas, mais pas plus pour parler des domaines que je connais plus, pas d'analyse littéraire vraiment. Là. Tu me demandais si on faisait le même constat, puis moi j'avoue que j'en parviens aux mêmes réflexions que toi. Tu sais, c'est sûr que à la base, je me méfie un peu du fantasme de l'âge d'or, là, tu sais, ces réflexes qu'on aurait à penser que c'était donc mieux avant. Mais j'aurais tendance à, me ranger à tes côtés pour dire que, en tant que littéraire, qu'artiste, qu'intellectuel, whatever, je suis moi-même frustrée du manque d'offres dans les médias at large là, par rapport à ça. Puis comme toi, tu sais, je vais souvent m'abreuver à des sources soit françaises comme au niveau des podcasts ou surtout américaines. Ça me fait penser aussi à... En tout cas, je faisais des recherches justement il y a quelques mois, puis je suis tombée sur une pièce d'anthologie, une entrevue de fond de presque 1 heure avec une journaliste de Radio-Canada à l'époque, en 1976, et Suzanne Sontag, qui était dans son appartement entourée de ses livres à Paris. Donc, on avait littéralement payé une journaliste de Radio-Canada québécoise pour qu'elle prenne l'avion, qu'elle s'en aille à Paris et qu'elle rencontre Suzanne Sontag pour jaser comme ça pendant 1 heure. Et je pense que c'est pas quelque chose qu'on envisagerait aujourd'hui, du moins je vois pas ça, moi, se passer du tout. Je pense notamment au fait que notre émission là, hebdomadaire radio-canadienne sur la lecture, là, plus on est de fou, plus on lit, tu sais, ça avait ses bons côtés et ses moins bons côtés, mais reste que ça faisait en sorte qu'on avait quand même chaque jour ou presque de la semaine un bon 1 heure, 1 heure et demie, je pense, alloué aux arts, à la lecture, à la littérature, puis ça existe plus. Puis il y a rien, pour moi, à mes yeux, qui a remplacé ça dans le paysage médiatique québécois. Honnêtement, je pense que s'il y a un renouveau de l'offre par rapport à la critique littéraire, notamment, à mon sens, ça va passer par l'audio, plus que les médias papier, peut-être les balados, des espaces médiatiques où est-ce qu'il y a un tempo qui est peut-être plus lent. Parce que le problème aussi avec la radio, c'est le mode cabaret, la radio en live, en direct, là, qui est souvent appliqué, où on a peur des silences, où il y a trop de monde autour d'une table, tout le monde se coupe la parole, puis il faut que ça a l'air don animé, puis don enlevant. Du fait qu'on n'est pas dans le direct, peut-être le balado, ça serait un espace à envisager. Perso, j'écoute pas la télé, puis je lis déjà trop. Genre, j'ai les yeux glués, soit à un livre ou à mon écran d'ordinateur. Fait que, tu sais, même quand je m'abonnais à des revues littéraires, je finissais par pas les lire parce que j'avais déjà comme une surenchère de livres
Puis je pense que qu'est-ce qui m'aide avec les balados, c'est que je peux écouter un balado, par exemple, en marchant pour aller prendre le métro ou en faisant ma vaisselle. Fait que ça m'accompagne dans des moments du quotidien où je fais déjà quelque chose d'autre, tu sais. Puis je trouve qu'il y a beaucoup d'intellectuels universitaires qui sont déconnectés de la culture. Quand je parle de culture, c'est pas d'étudier genre Maupassant ou Baudelaire, là, c'est vraiment le ici et maintenant de qu'est-ce qui se passe, puis c'est très important d'être, je pense, perméable à ça, puis avoir un intérêt, une curiosité envers ça. J'ai jamais enseigné nécessairement, tu sais, avec une tâche, puis je pense qu'il y a une charge administrative qui vient avec les postes, que ça finit par manger beaucoup de temps. Il y a cette idée aussi de publish or perish au sein des universités, puis avec le fait que c'est de plus en plus difficile d'avoir un poste permanent, fait qu'il y a une grande précarité. Les gens qui œuvrent dans ce milieu-là sont toujours aussi dans un processus où ils essaient juste de sauver leur peau, de se démarquer pour éventuellement peut-être avoir un poste, fait qu'ils ont peut-être pas nécessairement tout le temps qu'ils voudraient pour se consacrer genre à la critique puis à l'absorption d'œuvres contemporaines. Ça fait en sorte que finalement, c'est ça, je vais dans un colloque universitaire puis t'as encore des étudiants, tu sais, moi, 15 ans après que j'avais fait mon bac, qui vont parler pendant 1 heure de la couleur d'une cravate dans un livre de Proust. Puis je dis pas que c'est pas important, tu sais, d'étudier Proust, mais je pense que c'est super important pour la vitalité de la culture de s'intéresser à des écrivains qui sont praticiens aujourd'hui. Une autre chose que je vais mentionner, c'est que j'ai l'impression aussi que des fois à l'université, on nous apprend pas à faire de la culture, à être un acteur culturel, c'est-à-dire comme à participer à la culture, aux revues, aux lectures, de savoir que c'est quelque chose de vivant, puis ça dépend pas nécessairement, en fait, ça dépend pas d'une institution, la culture, ça dépend vraiment des gens. C'est comme si on nous apprenait à juste l'étudier, puis souvent d'étudier finalement des livres qui sont déjà consacrés. Ça nous apprend un peu à la tenir à distance, cette culture-là, à la place de se l'approprier, puis de vraiment faire comme yo, tu sais, à un moment donné, moi j'ai compris la culture québécoise, c'est nous qui la faisons. Après ça, je me suis demandé aussi s'il y avait peut-être pas un manque d'artistes et d'intellectuels à l'interne, au sein même des institutions médiatiques. Que le problème, c'est pas nécessairement dans le choix des invités. Par exemple, on m'a souvent tendu le micro, quoique je suis peut-être pas vraiment un bon exemple, dans le sens où comme j'ai souvent senti que comme oui, on voulait que je prenne la parole, on m'invitait pour que je jase de tout et de rien. Mais je pense que le problème, ça se situe plus dans la conception des shows, que ce soit à la télé, à la radio, dans les médias, les rubriques, les chroniques qu'on nous donne dans les journaux, tu sais, la conception des produits médiatiques en soi. Qui envisage les produits médiatiques? Qui les fait? Qui fomente les questions, les sujets, les thématiques qu'on va aborder autour de la table. Je pense que c'est ça aussi un des enjeux, parce que moi, souvent, je me suis retrouvée sur ces plateaux-là, autour de ces tables-là, puis j'ai pas senti que j'avais de l'espace pour être moi-même, Daphné B, puis vraiment dire qu'est-ce que j'avais le goût de dire. Je sentais qu'on me donnait un rôle à jouer, par exemple le rôle de la féministe millennial, puis c'était à moi de dire si oui ou non je voulais porter le chapeau, tu sais. On encadrait beaucoup ma parole. Mais j'ai comme cette impression que dans l'ère contemporaine dans laquelle on vit, il y a comme un désir généraliste qui s'est vraiment bien enraciné au sein des institutions médiatiques où ces gens-là, à l'information ou même dans les émissions culturelles, ont essayé de plaire au plus grand nombre possible, où ils ont décidé d'attirer le public le plus large possible. Puis je pense que c'est important d'avoir ce désir-là, de le cultiver, de vouloir s'adresser à tout le monde, mais je pense qu'il y a aussi des émissions il y a des espaces qui devraient s'adresser à des publics plus circonscrits et plus nichés. Ce qu'ils pensent, eux, gagner en audience en étant hyper généralistes, ben ils le perdent aussi en pertinence. Je pense par exemple aux émissions à France Culture que t'écoutes sûrement comme moi, ou des productions médiatiques indépendantes, notamment aux États-Unis, tu sais, juste autour de la mode. Ça a vraiment fleuri, je dirais, dans les 3 dernières années, où il y a vraiment des podcasts, des créateurs de contenu qui se sont mis à décortiquer la mode, mais sous des angles sociologiques, historiques, tu sais, vraiment avec un regard analytique. Par exemple, la balado Nymphet Alumni ou encore le créateur de contenu français Lias, qui parle quand même en anglais dans ses capsules. Fait qu'il a développé des pensées autour d'un objet culturel. Là, c'était la mode, c'est leur expression artistique préférée à ces gens-là. Puis on n'est pas dans un paradigme de l'information, ni non plus de dire genre de promotion. On est vraiment dans la pensée critique, donc c'est presque essayistique comme produit culturel.
Puis après ça, il y a une autre théorie que tu sais, que ça fait une couple de fois que je jase de ça avec Mounir. Je pense qu'il y a des changements même, tu sais, on parle de crise des médias, mais je pense qu'il y a des changements qui datent là, des années 60-70 au niveau même de la profession de journaliste. Puis en fait, c'est que je pense que le journalisme, c'est quelque chose qui s'est professionnalisé dans les années 60-70, puis encore plus dans les années 80. Donc, c'est tout récent. Avant les années 50, d'ailleurs, là, selon mes recherches, il y avait peu de formations formelles qui existaient au Québec pour devenir journaliste. Puis souvent, les journalistes étaient autodidactes ou issus de d'autres disciplines, c'est-à-dire que peut-être qu'il avait fait une maîtrise en lettres comme moi, ou il était allé par le droit, ou encore l'économie, et là, ou la socio. Puis là, ensuite, il arrivait, puis il se mettait à couvrir des sujets, donc ils développaient aussi leur côté journaliste sur le tas. Fait qu'il y avait déjà une formation générale, culturelle, en fait, qui était assez poussée, puis dans des domaines assez circonscrits. Ils étudiaient pas en communication. À partir des années 60-70, il y aurait eu une floraison de programmes en journaliste au Québec. Je me suis intéressée en fait à un article que je vais mettre dans les notes de l'épisode, là, mais qui retrace finalement le parcours du programme en com, en journalisme à l'UQAM, puisqu'on parle souvent de l'UQAM là, comme étant une référence dans les études journalistiques. Puis je pense que c'est quand même assez parlant, fait que je serais curieuse aussi d'entendre les commentaires des auditeurs, auditrices. Mounir aussi, j'ai hâte de voir ton input. Selon ce document-là, c'est vraiment dans la 2e année d'existence de l'UQAM, donc qui a commencé en 70-71, que la famille des lettres va offrir un module qui s'appelle « Information culturelle ». Et ça, j'ai vraiment trouvé ça intéressant que d'emblée, comme à son inception, dès le début, le programme de com ou de journalisme, ça fait partie de quelque chose de plus large qui est de 1 lié à la littérature et de 2 lié à la culture. Et là, ensuite, ce module-là devient l'année suivante littéralement un baccalauréat spécialisé en quoi? En information culturelle. Encore, là, on garde le concept d'information culturelle. Puis là, on dit que cependant, déjà à cette époque, l'équipe de ce baccalauréat-là, ils se sentent à l'étroit dans la famille des lettres. Donc, c'est comme s'ils se revendiquaient une indépendance par rapport au département. Et là, ils vont publier un manifeste qui s'appelle « Au module d'information culturelle, on aspire à la communication, point d'exclamation. » Et ils décident de déclarer leur indépendance. Les gens qui ont écrit ce manifeste-là, ils se revendiquent d'inventer la communication. Tu sais, on est vraiment au début des études en com au Québec. Et là, on dit que les débats entre le module d'information culturelle et le reste de la famille des lettres provoque des dissensions profondes et une tension extrême à l'UQAM. Dans un rapport déposé en 1972, il y a un vice-doyen qui décrit les relations comme, et là je mets des guillemets, mais c'est ça qui est dans le texte, le Vietnam de l'UQAM. La crise vient du choc déjà entre quoi? Les praticiens et les théoriciens. Fait que d'un bord, il y a des gens qui sont dans la théorie, dans l'analyse, la critique, et de l'autre, il y a des gens qui veulent simplement faire de la pratique. Il y a un schisme. Pour les gens qui sont plus du parti pris de la pratique, ben ils ont peur finalement que leur discipline ne soit pas pleinement reconnue si elle est juste intégrée à la famille des lettres. Pour les gens qui sont du côté de la recherche, ben eux, ils sont épouvantés par les tendances empiriques de leurs confrères et ils vont tenter de s'imposer à eux comme une conscience régulatrice. Là, finalement, la majorité des chargés de cours de l'époque et l'écrasante majorité des étudiants du segment information culturelle, ils vont appuyer la démarche du directeur Lafrance qui va justement demander l'indépendance, donc la création d'un secteur à part entière qui se nommera communication. 2 ans plus tard, cette demande-là va se concrétiser. Donc, il y a un comité d'implantation du département des communications qui est mis sur pied. On projette aussi que, justement, le 2e cycle, la maîtrise, va être axé sur l'intervention, la pratique, plutôt que la recherche pure ou abstraite. On veut former des praticiens plutôt que des chercheurs. En 1975, dès la rentrée, donc, l'UQAM propose pour la première fois un baccalauréat spécialisé en communication. Le Devoir va même titrer un de ses articles, et ça, je trouve ça particulier parce qu'il me semble qu'il n'y aurait pas de titre comme ça dans le Devoir aujourd'hui. Communicateur ou communicologue ou explorateur/concepteur ou what the fuck.
pour parler de toute cette tumulte à l'UQAM dans le module des communications et comment ils essayent de définir finalement leur pratique puis leur angle d'étude. Il y aurait tellement pas ça. Tu sais, je trouve que ça, c'est une bonne illustration de comment finalement on parle plus de culture dans les journaux ou dans les espaces médiatiques parce que une espèce de guéguerre interne dans le département des lettres à l'UQAM, ça ferait pas l'objet d'un article, je pense, dans Le Devoir aujourd'hui. Bref, j'ai l'impression que cette guerre-là va finir par s'épuiser. Dès 1995 seulement, même, je pourrais dire que le journaliste devient la première spécialisation à s'affranchir du baccalauréat en communication pour former un programme de premier cycle distinct du programme de communication. J'ai comme l'impression qu'à travers cette professionnalisation du métier de journaliste ou même du domaine des communications en général, on a peut-être perdu aussi comme cette idée d'éducation humaniste où les gens vont développer des savoirs très particuliers dans certains domaines qui, après ça, vont pouvoir les appliquer de façon critique dans leur travail journalistique. Finalement, je voulais dire que peut-être que ce qu'on souhaite collectivement va naître de façon indépendante, un peu comme Café Snake, ou peut-être que ça devrait passer par les universités qui ont quand même un certain pouvoir de financement. Je pense aussi que peut-être les magazines culturels québécois, comme je pense à Lettres québécoises, La Vie des Arts, Spirale, etc., devraient, si c'est pas déjà fait, développer des podcasts. Parce que, personnellement, moi, c'est vraiment quelque chose que je consomme énormément, en fait, beaucoup plus que les revues. Fait que, pourquoi pas, tu sais, je sais pas, ça pourrait venir d'eux aussi. Ben, c'est ça, c'est plein de petites réflexions. Je sais pas qu'est-ce que tu penses, Mounir, si tu veux fermer. C'est vraiment intéressant. C'était définitivement un sujet qui touche plein d'intersections du discours continu dans Café Snake, là, l'histoire du bac en com ou du bac en journalisme à l'UQAM est quand même passionnante, là. Donc merci pour ta question. En fait, c'est très intéressant. Je sais pas si quelqu'un a déjà étudié ce lien-là, peut-être que je suis dans le champ, mais les journalistes, c'est quand même eux qui filtrent le monde puis qui nous retransmettent une version de comme c'est quoi la réalité dans laquelle on vit. Puis s'il y a eu un changement au niveau de leur éducation puis dans leur cursus universitaire, ben clairement que ça va déteindre dans l'actualité qu'on consomme puis dans la façon que les nouvelles sont conçues. Ouais, 100%. Donc, prochaine, Suzanne. Allô Daphné, allô Mounir. Je veux juste prendre un temps avant ma question pour vous remercier pour cette super année de Café Snake, c'était malade. Ma question concerne, mon take concerne la transformation des habitudes de consommation de produits culturels qui migrent des plateformes plus traditionnelles comme la télé vers le web. Et je me demande comment vous voyez la place de la fiction dans cette transformation-là, qui prend souvent quand même beaucoup de moyens financiers, techniques, tout ça. Donc, je me demandais comment vous voyez ça. Est-ce qu'il y a encore une place pour la fiction dans cet univers-là qui se développe? Des fois, je me dis, peut-être qu'on va de plus en plus aller vers des formes qui sont un peu à cheval sur qu'est-ce qu'on pense qui est vrai, qu'est-ce qu'on pense qui est pas vrai. J'imagine aussi qu'il va y avoir une place pour de la fiction à petit déploiement. Puis je vois beaucoup de storytelling dans ce qui se passe sur les plateformes. Puis je me demande si c'est pas quelque chose qu'on va craver de plus en plus des raconteurs, finalement. C'est comme un peu un retour à des sources québécoises, un peu culturelles. Donc, je me demande, c'est ça, comment vous voyez ça pour la fiction? L'avenir de la fiction. Grande question. Merci. Merci, Suzanne. Ben, merci, Suzanne, pour ta question. Moi, c'est quand même une question qui m'interpelle parce que oui, j'aime le documentaire, mais j'aime aussi la fiction. Puis je pense que la place de la fiction, en fait, moi, je pense qu'elle est pas détrônée comme ayant le potentiel d'être la forme de contenu télévisuel ou culturel ou cinématique la plus puissante puis la plus populaire qu'il y a. C'est juste que ça arrive moins souvent, mais je pense que quand ça arrive à la puissance 10. Genre, moi, j'aurais tendance à croire que même contre le modèle, on l'a vu live avec Empathie, sortir une fiction à succès de façon hebdomadaire, puis même pas en modèle binge comme Netflix, je pense que c'est la façon de diffusion culturelle qui a le potentiel d'être le plus importante comme dans une culture, dans une discussion culturelle, surtout dans comment les canaux de communication sont organisés, le fait que tu drops un épisode, il sort et il y a une semaine où toutes les gens en discutent, après il y a un autre épisode, le suspense, comment c'est comme à l'opposé de comment on consomme le contenu de façon instantanée, on n'aime pas ça attendre, mais ça force de prendre le temps d'attendre, de penser, ça reste dans la tête. Beaucoup de gens rappellent à la fin de la télé, non, il faut sortir les séries, tous les épisodes en même temps, puis là t'as des séries comme Euphoria ou comme House of Dragons qui sortent ou comme Last of Us sur HBO qui sortent, puis que là, chaque semaine, c'est un nouveau cliffhanger, Fait que je pense que la fiction, son état en ce moment, c'est high risk, high reward. Dans le fond, ça coûte très cher, c'est un gros risque financier,
Mais si tu fais la bonne fiction, t'as le potentiel, sur le moment, d'avoir un impact qui est immense. Puis là, je veux pas le comparer à un impact qui était avant, comme l'avènement de l'Internet. C'est sûr qu'il y a des gens qui vont pas prendre le temps de regarder de fiction, comme quand il y avait juste La Petite Vie qui jouait à la télé, ou Les Bougons qui jouaient, tu sais, c'est pas la même chose. Mais je pense qu'il y a quand même le potentiel de atteindre un immense public et de générer une discussion que tu peux pas générer juste avec du documentaire. Je pense que la fiction, ça crée de quoi par l'attachement au personnage, par la liberté aussi, d'une certaine façon. Puis je sais, quand on parle de liberté, oui, il y a la liberté des choix qu'on fait pour les personnages, mais il y a la liberté financière, là. C'est sûr que si t'as plein d'idées, mais justement, ils sont des limitations, tourner dehors, tourner combien de jours dehors, tourner la nuit, tourner ci, tourner là. Il y a des limitations comme budgétaires dans qu'est-ce que tu peux imaginer comme scène. Mais je pense justement que souvent dans les fictions au Québec, on essaie de pas qu'il soit comme dialogue heavy, qu'il soit comme un peu comme un Succession ou comme des séries où est-ce qu'ils sont comme vraiment basés sur l'histoire, sur le personnage, sur les analyses, sur le regard critique sur la société. Par rapport à la fiction, plus du côté littéraire, là, moi j'ai lu récemment, parce qu'on parle souvent de spéculation à Café Snake, que la shortlist et la longue liste des livres, notamment en traduction, pour les Booker Prize, vraiment mettait en exergue le fait que qu'est-ce qui pogne en ce moment, c'est la fiction spéculative. Tu sais, tu parlais de raconteur, je trouve qu'il y a vraiment cette dimension-là. Tu sais, tantôt, je sais pas dans quel épisode ça va sortir, mais on parlait d'oralité numérique. Fait qu'il y a cette dimension-là aussi, je trouve, qui se déploie, par exemple, avec des personnages comme Risa Tissa. Est-ce qu'on est dans la fiction ou l'autofiction? Tu sais, cette dame-là, pour ceux et celles qui l'ont vue, tu sais, qui racontait, je pense, en 50 épisodes sur TikTok, comment elle avait marié un menteur compulsif, là, who the fuck did I marry? Puis je vois beaucoup ça aussi, tu sais, je vais te raconter mon lore personnel. Ça devient comme, OK, ces figures-là, comment tu vas le raconter, comment tu vas l'épicer pour que nous, ça nous tienne en haleine et tout ça. Puis des fois, c'est acheté puis c'est transformé en film, là. À travers les réseaux sociaux, tu sais, comme la fiction sur les réseaux sociaux, mais tu sais, les sketchs, ça a toujours été quelque chose qui a été populaire sur les réseaux sociaux. C'est sûr que c'est plus humoristique, mais ça peut être aussi dramatique, donc de créer des univers condensés, des personnages condensés qui vivent des péripéties, ça c'est sûr, ça a tout le temps été populaire sur Internet, puis c'est de quoi que, mettons, qui a beaucoup fonctionné avec les humoristes au Québec, mais qui pourrait fonctionner dans une nature dramatique, là. Donc merci pour ta question, Suzanne. Merci, Suzanne. On va réagir au take de Esther et de Yacine back-to-back. On a décidé de les combiner ensemble parce qu'on trouvait que le propos était somme toute similaire. Ah oui, c'est vrai, ok. Okay. Moi, mon take, c'est que je trouve que les utilisateurs des pages nerds sur Reddit, souvent pour s'étonner de leur comportement toxique, misogyne, puis un peu obsessionnel, vont se positionner comme étant des personnes qui font une critique objective de ces influenceurs-là, sans se rendre compte qu'ils recréent des patterns puis des comportements qu'eux-mêmes dénoncent. Donc souvent, les pages narcs sur Reddit, c'est des pages qui sont extrêmement misogynes où la plupart des gens qui sont victimes de pages narcs, c'est des femmes. Puis ces pages-là, ils vont critiquer l'apparence, l'habillement, le poids, les chirurgies qui sont faites ou pas faites. On va spéculer sur l'apparence. Puis aussi, on va remettre en question la parentalité de certaines. Puis je trouve qu'on voit pas ça du côté des hommes. Donc c'est très rare que des hommes aient des pages narcs. Puis aussi, je trouve que ces pages-là viennent bleuer la ligne entre être un hater ou être une fan parce qu'ils vont suivre ces personnes-là au même titre qu'un fan suit l'idole ou la personne qu'elle aime. Merci, Esther. Ok, puis là, on va écouter Yacine. Bonjour Daphné, bonjour Mounir. J'aime beaucoup le podcast et vos projets. Merci pour tout ce que vous faites. J'aimerais que vous discutiez de la thèse suivante. La culture et le discours web sont dominés et façonnés par une très petite minorité de power users. Est-ce que vous pensez que c'est vrai? Quelles en sont les implications? J'ai 2 observations pour appuyer cette thèse. La première m'est venue quand je me suis demandé, mais qui regarde des streamers en live? Et je me suis rendu compte que c'était un groupe relativement petit de gens très en live qui regardaient leurs lives et repostaient des clips de streamers. C'est seulement à cause, ou grâce, à ces power users que les gens savent qui sont, par exemple, Speed et Assage. Je viens d'une seconde observation qui est que, dans les différentes sphères Twitter que je fréquente, je retrouve souvent les mêmes gens qui publient, débattent, commentent et se repostent entre eux. On se retrouve donc avec une minorité de gens très online qui, en ce qu'ils postent, ont un impact énorme sur les discours perçus par la majorité des gens qui, eux, ne font que lurk. Encore une fois, merci pour votre travail et je vous souhaite un bel été. Merci, Yacine. Moi, je vais juste réagir vraiment rapidement au take d'Esther, là.
Ouais, ben c'est ça. On a décidé de les jouer back-à-back parce que je trouve qu'ils se répondent un peu, là. Selon moi, c'est ça que je trouvais drôle. C'est que, tu sais, t'as raison dans la mesure où, tu sais, il y a comme une relation intime, finalement, qui se tisse entre le hater et la personne qui l'exècre. Parce que, finalement, cette personne-là finit par occuper son psyché quand même relativement souvent dans la journée. Fait qu'il y a comme, c'est ça, il y a une intimité qui, au même titre, qui pourrait exister si t'étais un stan de cette personne puis que tu te mets à penser souvent à elle. Là. Au Québec, sur Reddit en tant que tel, il n'y a pas encore vraiment de snark dédié à une personne. C'est des snarks... Un snark, c'est comme une page de potins, mais souvent, c'est des potins un petit peu comme critiques. Comment on pourrait dire? Snark, c'est une contraction là, de 2 mots. C'est issu de snide pour sarcasme et de remark pour commentaire. Puis c'est ça, au Québec, c'est comme plus des babillards comme généralisés. Là, fait que dans le fond, on va snark tous les créateurs sur genre Art Influence Québec ou Art Snark Influence Québec ou même sur Art Causerie. Moins sur Causerie, là, c'est comme plus dédié à la culture, disons. Moi, je pense que qu'est-ce qu'on remarque pas, puis ça va avec le take de Yacine, c'est à quel point ces subreddits-là, particulièrement au Québec, mais peut-être pas à plus grande échelle dans des plus gros subreddits, sont alimentés par quand même souvent les mêmes utilisateurs. Si vous naviguez ces subreddits-là, prenez un peu l'instant de regarder les noms de qui publie puis qui commente, puis vous allez réaliser que souvent les gens les plus investis, qui commentent le plus souvent, c'est pas mal tout le temps les mêmes personnes. Oui, il y a des power users qui contrôlent l'Internet, puis en fait, moi, j'ai comme une quand même plus grosse théorie là, par rapport à ça, là, c'est que je trouve que l'état d'existence qui est être chroniquement en ligne, je pense que c'est une étape suivante de l'évolution humaine, c'est genre des gros mots, mais genre les gens chronically online vivent pas la même expérience de l'existence que les gens qui ne sont pas chronically online. Puis c'est eux qui en fait qui contrôlent pas mal les discours qu'on va retrouver sur internet, qui vont commenter, qui vont débattre dans les commentaires, qui vont être les premiers même à commenter parce qu'ils naviguent le subreddit par new au lieu que par top. Tu sais déjà ça c'est comme un changement de paradigme de pas voir. Moi je me rappelle quand j'ai commencé à aller sur Reddit au cégep, j'étais comme ah ouais là je suis sur Ask Reddit mais je vois juste les top comments, mais moi je veux faire partie des gens qui décident qu'est-ce qui devient les top comments. Je veux avoir comme un contrôle, un pouvoir. Est-ce que tu te considères comme un top user? Sur Reddit, moi je suis un lurker, moi je pose pas sur Reddit. Okay. Sur Twitter par exemple, j'ai mes phases. C'est ça, fait que moi je pense vraiment cet état-là d'être chroniquement en ligne, j'aime ça l'envisager comme justement un autre état d'existence. Genre, je trouve que ça a rien à voir avec juste pas être en ligne ou être passivement à regarder des IG Reels avant de se coucher ou checker qu'est-ce que tes amis t'ont envoyé. Genre, je trouve que comme avoir ce rapport-là avec l'Internet, c'est comme, je l'entrevois peut-être comme étant le futur. Est-ce que c'est souhaitable? Je me demande à quel point c'est une grosse proportion de la population. Genre, moi, c'est vraiment ça qui m'intéresse. Puis je pense que c'est eux, oui, qui consomment des streamers, mais c'est aussi eux qui snark. Puis c'est eux qui deviennent obsessionnels par rapport à ça, puis que là, on va voir comme justement des tropes misogynes qui vont se répéter ou genre peu importe. Surtout, mais tu sais, qu'est-ce qui est intéressant, c'est que sur Reddit, beaucoup, au Québec, en tout cas, ce que je vois dans ces subreddits-là, c'est que c'est beaucoup des femmes qui commentent, tu le vois dans comment ils se genrent dans leurs messages, puis c'est souvent eux qui sont comme le plus à détester Alicia Moffett, par exemple. Fait qu'il y a comme tout ce rapport, ou à détester les momfluencers, à parler de eux, leur rapport à la maternité, leur rapport à exposer leurs enfants sur Internet. Tu sais, ça vient d'une perspective qui est quand même féminine. Mais la misogynie, c'est quelque chose qui est intériorisé par tout le monde. T'sais. C'est ça, je veux pas dire que genre les femmes peuvent pas être misogynes, mais je dis juste c'est intéressant de remarquer ça. Ouais. Moi, le premier snark page auquel j'ai été exposée, c'était le snark page de Wheelchair Rapunzel, qui est comme une créatrice de contenu américaine qui est atteinte d'une maladie, bref, qui fait qu'elle est en chaise roulante. Puis elle était aussi active sur OnlyFans, puis ensuite, elle a eu un bébé. Puis là, donc ce snark-là, je sais pas combien il y a d'utilisateurs à ce jour, mais à l'époque où je l'ai consulté, il y avait à peu près 15 000 utilisateurs qui publiaient plusieurs fois par jour, même plusieurs fois par heure. Puis particulièrement, dès qu'elle publiait elle-même une vidéo ou une photo sur un de ses comptes, ben c'est sûr que quelqu'un allait réagir dans le snark. Puis je trouvais que ce qui était vraiment troublant là-dedans, c'est que ça créait littéralement des communautés où tu sentais que les gens se faisaient des amis anonymes, oui, mais à travers les commentateurs de ce snark-là, ils développaient des liens. Puis je me suis dit, tu sais, autant la sociabilité, c'est, tu sais, on est réunis des fois sur la base d'un amour commun pour quelque chose. Ça pourrait être une page genre pour tel groupe de musique, pour les fans de tel groupe de musique, mais la haine aussi
c'est fédérateur. Puis c'est comme si c'est des communautés qui se basaient sur une hostilité partagée. Souvent, mais tu sais, j'ai parlé du mythe de la victime parfaite, mais clairement, Wheelchair Rapunzel, il y a des trucs qui a fait que je suis pas du tout d'accord. Sauf que c'est comme s'il utilisait ça pour justifier moralement toutes les autres remarques qu'il faisait qui étaient hyper sexistes, hyper misogynes, hyper putophobes, hyper capacitistes. Tu sais, dans les faits, oui, c'est une victime aussi, Wheelchair Rapunzel, de toutes ces remarques-là, de toute cette haine-là. Puis c'est important de voir qu'elle est une victime, puis elle peut aussi avoir des torts. Donc, c'est la fin de cet épisode des lignes ouvertes de Café Snake. Ben oui, juste vous rappeler qu'un épisode sur 2 est disponible encore au complet juste sur notre Patreon. Donc, merci d'écouter les lignes ouvertes. On se retrouve la semaine prochaine. On espère que vous passez un bel été. Bon été, puis on a hâte de vous revoir en nous. Mais il y a toujours un épisode la semaine prochaine. Toujours du Café Snake. Merci tout le monde. Bye. Bisous! La musique d'intro et d'outro est de Azlo, A-Z-L-O.